Bonjour à tous, je m'appelle Caroline Bindel, je suis journaliste basée à Marseille et je me lance désormais dans le podcast. Je suis ravie de vous accueillir dans Cité Radieuse. Alors Cité Radieuse, c'est quoi ? Une rencontre, une conversation avec des personnes inspirantes venant d'horizons très divers, mais qui ont en commun une ville, Marseille. Elles y vivent, y ont vécu ou tout simplement l'aiment pour ce qu'elle a à offrir. Marseille est lumineuse, bouillonnante, arlequinée, agitée. On l'aime autant qu'on la déteste, parfois seulement. Bienvenue dans Cité Radieuse. Pour ce deuxième épisode, je reçois une aventurière des temps modernes, une femme engagée à l'enthousiasme contagieux, Déborah Pardo. Déborah est une jeune trentenaire très engagée, ayant déjà parcouru une partie du globe lors d'expéditions scientifiques. Avec elle, nous avons parlé des albatros, ces sentinelles des océans dont elle raffole, des actions à mener pour la protection de la nature, de formation en leadership, d'être une femme dans un milieu essentiellement masculin et même d'accouchement sous hypnose. Si. Bref, un échange riche et inspirant que je vous laisse découvrir. Salut Déborah, merci de me recevoir chez toi. C'est un plaisir de te rencontrer parce que je suis tes aventures à distance. Alors j'ai beaucoup de plaisir à rencontrer des tas de personnalités qui viennent d'horizons différents et qui ont des parcours souvent atypiques. Mais alors toi, tu es la première avec laquelle, vraiment on n'a rien en commun. Nous sommes diamétralement opposés. On va dire que je suis tout sauf une aventurière. Donc tu imagines à quel point je rêve devant tes aventures. Donc je suis ravie de passer ce petit moment avec toi. Alors, est-ce qu'on peut dire, à toi d'expliciter, que tout a commencé à la fac de bio ? Non, je pense qu'on peut dire que tout a commencé dans le jardin de mes grands-parents. Ça m'a beaucoup marqué. Il y avait un petit bac en béton avec des plantes qui dépassaient par-dessus. Et quand j'allais soulever ces plantes, je trouvais plein d'insectes, des escargots, des cloportes, des vers de terre. Et ça m'a toujours passionnée d'essayer de comprendre comment ça pouvait fonctionner. Donc tout part de là. Donc déjà chez toi, l'écologie, la défense de l'environnement, les animaux, c'était des vrais sujets ou c'était juste pour toi cette attirance pour les animaux et une curiosité finalement que tu avais déjà toute petite ? Alors au départ, c'était vraiment comprendre comment ils marchent, comment les animaux fonctionnent en les respectant. Donc par exemple, j'ai toujours détesté l'équitation parce que j'avais l'impression qu'on utilisait les animaux à notre profit et pas juste les respecter dans leur milieu naturel. Et après, le concept d'écologie est venu assez vite aussi parce que j'ai une famille, une histoire familiale avec des parents qui ont grandi, ils n'avaient rien. Et du coup, on a toujours évité le gaspillage, économisé un peu ce qu'on pouvait pour recycler, réutiliser. Et c'est rentré très vite dans mes mœurs. Et donc le mix entre les deux, c'est ce que je suis devenue aujourd'hui, je pense. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui t'a motivée à choisir la filière bio ? Après ton parcours scolaire classique ? Alors moi, quand je disais à tout le monde que je voulais travailler sur les animaux, on m'a de suite orientée vers des métiers auxquels on pense de suite, vétérinaire, voire gardien dans les eaux, palefrenier, jockey, on m'avait dit. Et donc j'ai fait un stage chez un vétérinaire en 4e pour voir un petit peu ce que c'était et ça m'a pas plu du tout parce que c'était, encore une fois, les animaux adaptés aux hommes. La stérilisation, les accidents de voiture, obésité, c'était pas mon trip. Alors que moi, ce que je voulais faire, c'était ce que je voyais dans les documentaires à la télé, d'aller anesthésier une girafe pour lui poser un collier GPS et comprendre ses déplacements. Donc c'était ce que je voulais faire. Donc je suis partie en fac de bio sans trop savoir si ça allait être la porte vers cette direction-là. Et le premier été, après la première année, j'ai harcelé tout le labo de recherche qui est maintenant l'IMBE, l'Institut méditerranéen de biodiversité et d'écologie. Et il y en a 2 qui m'ont répondu, donc j'ai fait 2 stages avec eux pendant l'été. C'était tous les 2 dans le parc national de Porquerolles, un sur les insectes et un sur les oiseaux marins. Et j'ai eu le coup de cœur pour les oiseaux marins. Et c'est pas quelque chose que j'ai recherché naturellement, mais ça m'a suivi tout au long de ma carrière au final. Ça s'est présenté à toi et ça t'a plu. Du coup, la suite, ça a donné quoi ? Du coup, la suite, ça a donné d'autres stages parce que les études, ça me suffisait pas. Et puis j'étais un petit peu déçue du tronc commun en fait en France. Donc un jour, il y a quelqu'un qui s'est présenté dans l'amphithéâtre en début de 2e année à Saint-Jérôme à Marseille.
qui dit voilà, je suis le service des relations internationales, si vous voulez faire une année à l'étranger, venez me voir. Et donc j'ai fait ça, je suis partie l'année d'après, direct, en Suède. En Suède. En Suède. Donc qu'est-ce que ça donne? Tu te retrouves toute seule là-bas, dans un pays que tu connais pas, et une langue que tu ne parles pas, et ça m'étonne pas. J'adore parce que ça m'a fait sortir un peu de ma zone de confort, et en fait c'est ce que je recherche en permanence, j'adore ça. J'ai rencontré des gens de 56 pays différents, j'ai appris l'anglais. Bon, au début j'écoutais plus que je ne parlais, mais au bout de 2-3 mois je commençais à vraiment pouvoir dire tout ce que je voulais à qui je le voulais. Et puis j'ai vécu un système un système éducatif complètement différent aussi, qui m'a permis de voir la force de travailler à l'international et de rencontrer des gens de toutes les cultures. T'as quel âge à ce moment-là du coup? Là, à cette époque-là, j'ai 20 ans. Ah oui, 20 ans tout juste. Ouais, 20 ans tout juste. Là-bas. Ça dure un an, c'est ça à peu près? Une année scolaire, donc je suis arrivée en août et je suis repartie en juin. Et j'ai vécu les vraies saisons, avec la nuit noire en hiver et la neige en vélo, et les jours qui se couchent pas en été. Du coup, ton retour en France, ça donne quoi? L'envie de rebouger immédiatement? C'est quoi ton état d'esprit? Retour en France, état d'esprit super boosté, avec encore un stage sur les oiseaux marins, en Norvège cette fois-ci. Donc, si vous voyez la Norvège, c'est tout en haut, à l'endroit où la Norvège touche presque la Russie. J'étais sur une île là pendant 3 semaines. Okay. D'ailleurs, ma valise n'est jamais arrivée. Raconte, ça m'intéresse. Comment ça se passe du coup 3 semaines dans le froid sans valise? Eh ben, ça se passe. Je suis allée au supermarché acheter 2 culottes. On m'a passé des habits chauds pour pouvoir m'habiller. Et puis, heureusement que j'avais mon chargeur et mon ordinateur dans mon sac à dos, parce que sinon j'aurais pas pu écrire mon mémoire de master et j'aurais été vraiment embêtée. Mais ça se fait, hein, on se rend compte qu'au final, quand on s'entraide, on n'a pas besoin de grand-chose. Hein. C'est vrai. Ouais. Donc ça, c'est le 2e stage, ça te motive encore plus à travailler donc avec les oiseaux? Oui, mais pareil, je cherchais pas forcément les oiseaux marins. Moi, ce que je voulais faire, c'était de la démographie. C'est-à-dire qu'avec des outils statistiques, on peut comprendre pourquoi une population est en voie d'extinction, pourquoi elle a décliné dans le temps. Et pour pouvoir faire ça avec des outils statistiques, il nous faut des données scientifiques de qualité. Et ces données scientifiques de qualité, elles s'obtiennent en suivant une population pendant au moins 10 ans, par exemple. Et avec les oiseaux marins, ça se fait très facilement parce qu'on leur met des bagues en métal avec un numéro individuel. Et c'est des animaux qui reviennent chaque année au même endroit, qui n'ont pas hyper peur de l'homme, donc on peut les attraper facilement. Et contrairement à par exemple un cerf, si on va marquer un cerf une fois, ça va. La 2e année, il reste à 100 mètres, on n'arrive pas à l'attraper. Moins naïf. Donc exactement, les oiseaux marins sont assez naïfs, ou alors ils sont coincés sur leur nid parce qu'ils protègent leurs jeunes. Et donc en fait, les oiseaux marins, ça procure de super données pour faire des analyses statistiques, mais en plus, c'est un peu la partie émergée de l'iceberg des océans. C'est-à-dire que si une population d'oiseaux marins ne va pas bien, et qu'on comprend pourquoi elle ne va pas bien, souvent à cause de sa nourriture, on comprend tout ce qui se passe en fait dans l'écosystème qu'on ne peut pas voir dans les océans. D'accord. Donc c'est un peu les sentinelles, les oiseaux marins sont un peu du coup les sentinelles des océans. Et en plus, c'est un groupe d'animaux qui est très en danger d'extinction. Donc ça génère quand même pas mal d'intérêt au niveau des financeurs et on arrive à faire des choses intéressantes. Donc suite à cette expérience, tu te dis quoi? Que ça y est, tu as trouvé ta voie? Alors je me dis, la démographie c'est vraiment ce que je veux faire. Le modèle oiseau marin il est vraiment chouette. J'ai mon master, un master d'une bonne qualité qui peut m'ouvrir des portes pour des thèses de doctorat. Je continue. Et juste à ce moment-là, une bourse de doctorat tombe de l'université Pierre et Marie Curie à Paris sur la démographie des albatros. Et alors l'albatros pour moi c'est l'oiseau marin roi quoi. C'est le roi des oiseaux marins. Et donc, je vais à l'entretien et je suis prise. Donc, je travaille pendant 3 ans au centre d'études biologiques de Chizé, qui est perdu dans les Deux-Sèvres en France. Donc ça, c'était un peu bizarre. Mais c'est un super centre où justement, comme on est perdu, il y a une super ambiance d'équipe et beaucoup de travail. Et grâce à ce poste-là, j'ai pu partir juste 2 mois après avoir été acceptée. J'ai pu partir dans les terres australes et antarctiques françaises. Et alors là, c'était le summum. J'imagine, tu étais dans ton élément. Là, c'était le summum.
Donc déjà Porquerolles, Porquerolles, la nuit, sur les falaises avec les puffins, ça m'avait beaucoup marqué. Et on oublie tout ce qui se passe autour. Mais là, de partir, de voler jusqu'à La Réunion, puis de prendre le Marion Dufresne, le bateau océanographique français, pendant 15 jours pour arriver jusqu'à Crozet, débarquer en hélicoptère au milieu des manchots avec les orques qui nous passent dessous, découvrir ces endroits où il y a des bases scientifiques avec plein d'histoires de marins qui se sont échoués, c'était extraordinaire. Puis on a repris le bateau jusqu'à Kerguelen, là on a fait la fête pendant 3 jours pour l'arrivée du bateau avec des gens super intéressants. Et puis après, on a fait, je crois c'était 6 heures de bateau, on était une équipe de 3 avec Maïté et Julien. On a fait 6 heures de bateau et 4 heures de marche hyper difficile avec des sacs à dos je crois que j'avais 17 kilos sur le dos, pour arriver dans notre petite cabane au canyon des Sourcils Noirs, où il y a une colonie de 5000 individus d'albatros à Sourcils Noirs, et mélangés avec des gorfous macaronis, ceux qui ont les trucs jaunes sur la tête, là, les manchots qui ont les trucs jaunes sur la tête. Et on a passé 3 semaines là, avec juste un téléphone satellite et des bidons de nourriture. Et du coup, la mission c'était quoi à ce moment-là ? Alors notre job à l'époque c'était donc tous les jours on allait sur la colonie. D'abord il fallait refaire un petit peu l'état des lieux de la colonie, donc remettre les numéros de nid parce qu'en un an ça bouge, hein, les oiseaux ils les arrachent, il y a des tempêtes. On remet un petit peu l'état des lieux, on note tous les individus qui sont présents, donc les numéros de bague. On regarde qui est en couple avec qui, et donc une fois qu'on a fait tout ça, on avait calculé, c'est le moment où ils avaient pondu leurs œufs. Et c'est à ce moment précis qu'on voulait commencer à savoir où est-ce que les parents vont chercher de la nourriture en mer pendant cette période critique de l'incubation et des jeunes poussins. Mmh. Et du coup, on posait des GPS, on attrapait les oiseaux, on posait des GPS, on prélevait des plumes, on faisait une prise de sang, en attendant qu'ils partent en mer. Et quelques jours après, quand on voyait que c'était plus le partenaire qui était sur le nid, mais que l'oiseau avec le GPS était revenu, ça voulait dire qu'on pouvait le rechoper, enlever le GPS et regarder sur l'ordinateur ce qu'il avait fait. Donc 3 semaines d'aventure intense. Ah oui, ouais. Hein, après, le retour doit pas être évident après avoir vécu ce genre de moment, j'imagine. Alors si, ça allait, puisque au bout de 3 semaines, on est retourné à la base à Port-au-Français. On avait un peu de temps avant que le bateau revienne nous chercher, donc on a fait quelques randos, c'était vraiment génial. Et après, le bateau est revenu et on est resté en vacances un petit peu à La Réunion, donc pour se remettre dans la vie normale. Et puis le retour, oui, c'était... Non, c'était pas dur en fait, j'étais super motivée, j'étais encore plus motivée d'avoir pu voir mon modèle d'études et du coup de travailler sur l'ordinateur sur des suites de 0 et de 1, c'était moins compliqué. C'est ça, toujours aussi déterminé et riche de cette expérience, évidemment, il n'y a rien de mieux que le terrain. Tu me parles d'un monde que je connais pas très bien, mais tu me parles de marins, etc., et donc un monde que j'imagine plutôt masculin. Comment, en tant que femme, on s'impose dans ce milieu-là ? Est-ce que c'est évident ? Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes, peut-être je ne le sais pas d'ailleurs, qui évoluent dans ce milieu, dis-moi ? Alors en biologie, il y a de plus en plus de femmes qui rentrent dans les cursus et qui s'en sortent très très bien. Donc en fait, on se retrouve avec une majorité de femmes en bas de l'échelle. Par contre, c'est vrai que quand on part dans des missions... Déjà, dans mon laboratoire, il n'y avait que des hommes, en poste définitif et surtout en tête de labo, c'était que des hommes. Et puis après, quand on part en mission dans les terres australes, déjà sur le gros bateau qui nous amène là-bas, il y avait très peu de femmes. Et sur la base, c'était encore pire. Donc sur la base scientifique, on était 150, on était 4 femmes, je crois. Pendant l'été. Oui, parce qu'il y a beaucoup de militaires. Il y avait des Réunionnais qui venaient travailler du coup sur la base pour reconstruire un petit peu des bâtiments. Et après, il y a les scientifiques. Donc, les scientifiques, il y avait plus d'hommes. Et puis quelques femmes jeunes. Est-ce que tu as l'impression qu'il faut prouver davantage que tu es capable, que tu as des compétences ou pas vraiment ? J'étais sûrement naïve à l'époque, mais j'étais moi-même. J'ai pas eu l'impression qu'il fallait prouver quoi que ce soit. Puisque j'étais en doctorat, j'étais là où j'avais envie d'être. Après, forcément, on marchait moins vite, hein. On pouvait porter moins de choses dans nos sacs à dos. Mais j'ai pas eu l'impression d'avoir à faire mes preuves. Et puis si c'est dû à ma naïveté, tant mieux. Le retour, après, ça donnait quoi ? Donc j'ai continué ma thèse, j'avais des super données, puisque depuis ces albatros-là sont suivis depuis 50 ans. Enfin, depuis les années 50, donc ça fait 60 ans même. Et donc,
à force de m'arracher les cheveux sur des modèles mathématiques sur l'ordinateur, en fait j'avais trop de données, donc l'ordinateur il tenait pas la route. J'ai fini par arriver à sortir des beaux résultats qui ont été publiés dans des articles, dans des journaux de bon niveau scientifique, donc ça c'était chouette. Donc j'étais super contente et je commençais à bien connaître le monde de la recherche, son fonctionnement. Et donc j'ai rendu mon manuscrit de thèse de je sais plus combien de pages, 200 pages avec 5 articles dedans. Et puis le soir même, je suis partie prendre l'avion et j'ai rejoint mon copain en Corse qui est venu me chercher en moto à l'aéroport avec ma thèse dans le sac à dos. Et on est descendu rejoindre nos copains dans le sud de la Corse à la plage directe. Ça c'était un super souvenir. La récompense. Voilà, la récompense. Ce plongeon là dans la mer, c'était vraiment l'aboutissement de tout mon travail de thèse et du coup de toutes ces études. Et c'est sur le retour en moto à Bastia où on rentrait à la maison en fin de vacances que j'ai reçu un email du British Antarctic Survey, donc qui est l'Institut polaire britannique à Cambridge en Angleterre, qui me proposait de postuler à un job sur les albatros, sur la démographie des albatros, mais sur les terres australes et antarctiques françaises. Et donc, moi j'ai vu ça, j'ai dit allez, je postule, et je l'ai eu. Donc, en décembre, on a fait nos valises avec mon copain et on a pris la décision d'aller ensemble à Cambridge. Donc, arrivé à Cambridge, nouveau job, et pareil, je travaille dur, mais je suis vite, du coup, déjà par l'accueil pas très bon pour mon fiancé, qui ne vit pas très bien d'être là-bas. Donc je commence à me dire, ouais, c'est pas cool ce que tu fais là. Après, j'ai été, pas choquée, mais frappée par le fossé culturel entre la France et l'Angleterre. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit si grand. Et puis donc, j'ai continué mon petit bonhomme de chemin, des super données, des analyses mathématiques, mais au final, j'étais très seule, parce que j'étais une des seules démographes du labo. Du labo de 500 personnes, hein, c'est quand même un gros truc, qui comprend des biologistes, des astronomes, des océanographes, des géologues. Donc c'est un milieu fascinant a priori, mais tu trouves pas vraiment ton compte. Non, parce que les Anglais sont très froids, parce que un postdoc, c'est un peu bâtard comme position, t'es pas en thèse, donc tu fais pas partie du monde étudiant qui fait la fête tout le temps. Et t'es pas en poste, donc tous les gens en poste permanent, ils t'ignorent. Donc c'était pas très rigolo en fait. Je faisais que travailler, et puis donc j'ai demandé de pouvoir partir en mission. Donc je suis partie en mission. En deuxième mission dans les terres australes, cette fois-ci aux Falklands. Donc je repars pour une mission de 3 mois aux Falklands. Donc là on n'était pas 3, on était 7 sur une île entière, avec des conditions beaucoup plus confortables. On avait une douche chaude, internet, tranquille. On était super bien. Et j'ai continué de travailler sur les albatros là-bas pendant 3 mois, toujours les sourcils noirs, mais cette fois-ci mélangés avec des cormorans et des gorfous sauteurs. Donc eux aussi, ils ont les trucs jaunes sur la tête. Et c'était vraiment chouette. Et quand je suis rentrée, je suis tombée enceinte. Quand je suis rentrée... Parce que j'allais dire, il était où le fiancé pendant ces 3 mois? Le fiancé, bien sûr, il était tout seul en Angleterre, alors qu'il n'était pas du tout content. Il s'est retrouvé tout seul là-bas, pendant que moi, j'allais m'éclater dans le sud. Et en fait, pendant que j'étais aux Falklands, il y a un couple en français, en voilier, avec 2 enfants qui sont passés. Parce que quand on est dans les terres australes, il y a plein de gens qui passent en bateau et ils sont toujours super bien accueillis et on discute. Et là, c'était un couple de Français avec leurs 2 enfants qui étaient super intéressants. Je les ai pris avec moi dans la colonie, avec les albatros, on leur expliquait quand on posait les GPS et tout. Et c'est vrai que ça m'a donné le coup de cœur. J'avais pas forcément une forte envie d'avoir des enfants. Mais comme mon partenaire avait envie et qu'il n'était pas hyper content là où il était, je me suis dit de toute façon au niveau carrière, ce sera jamais le bon moment, je me sentirai jamais prête. Donc on a dit on essaye, j'étais pas du tout prête et on s'est dit on va voir 6 mois, on se donne 6 mois pour pas se stresser. Et au bout d'un mois j'étais enceinte. Et du coup là, gros coup de flip. Et franchement le premier mois où je savais que j'étais enceinte, j'étais pas tranquille. Hein. Ouais. C'était un peu comme si on me coupait les ailes, qu'il y avait tout qui s'arrêtait à la fois professionnellement, personnellement. Donc petit coup de flip, mais pareil, on croque la vie à pleines dents. J'ai accouché là-bas et c'était une des plus belles expériences de ma vie parce que justement les Anglais en fait, ils ont 3 systèmes pour accoucher. Soit à la maison, soit dans un hôpital comme en France,
où on a la péridurale, les jambes en l'air et c'est le docteur qui fait tout, soit dans une maternity unit. C'est une maternité qui est accolée à l'hôpital et où on a des chambres en fait de 30 mètres carrés avec une méga baignoire, lumière tamisée de la couleur que tu veux, sound system pour brancher ta playlist, et des techniques, et on s'était formé du coup à des techniques d'accouchement en auto-hypnose, où tu sens quasiment pas la douleur. Et c'est vrai. T'as choisi ça? J'ai choisi ça. Tu as accouché en Voilà, je me suis dit, quitte à faire un truc. Mais oui, bien sûr, soyons fous, bien sûr. Et donc j'ai accouché dans cette salle où on a un grand lit double. Et en fait, on a tout fait. On a accouché dans cette salle. On a dormi le soir dans cette salle. Et j'ai accouché du coup, pas dans l'eau parce que je suis sortie juste avant, parce que ça commençait à devenir trop long. Mais j'ai accouché sur un petit tabouret avec la sage-femme qui me disait allez-y, sans péridurale. Et j'ai tout senti. Et j'ai vécu mon accouchement, mais alors à 200%, et mon partenaire aussi, parce qu'il était hyper investi dedans. C'était un travail d'équipe et c'était extraordinaire. Il a pleuré pendant au moins un quart d'heure. J'imagine. Ah oui, ça alors, donc tu as tout senti mais sans douleur. J'ai eu la douleur, mais c'était pas de la douleur. J'ai eu des contractions très fortes, hein, forcément. Mais je ne l'ai pas ressenti comme de la douleur. Et c'est vrai que mes hormones naturelles ont eu le temps de bien se... Comme j'affrontais le truc avec bienveillance, et enfin, chaque vague de contraction était bienvenue, il y avait plein d'ondes positives qui ont fait que les endorphines, qui sont 100 fois plus fortes que la morphine qu'on nous injecte dans la colonne vertébrale, ils sont venues naturellement. Et j'ai contrôlé la difficulté du truc. C'est génial. C'était incroyable. C'était une très belle parenthèse. Tu as bien fait de la faire. Merci. Grâce à l'Angleterre, j'ai eu un congé maternité de 11 mois. Je me suis dit, c'est génial, ça me fait une extension à mon contrat, je vais pouvoir travailler un peu plus pendant mon congé maternité. Grosse erreur. Et on me l'avait dit en plus, impossible. Bon, ça dépend des bébés aussi, hein, mais lui, impossible de le laisser, de faire des trucs à côté. Il ne te laissait pas travailler. Non. Donc je me suis dit, je vais aller dans des groupes de mamans, parce que forcément mes amis ils travaillaient la journée, mon mec il était au travail, et moi j'étais toute seule avec un petit bébé qui ne tient pas en place. Donc j'allais dans des groupes de mamans et ça me plaisait pas du tout. Ça me collait pas du tout parce qu'on parlait que bébé, on s'en s'écouter, chacun déballe ses histoires et s'écoute pas, et ça me plaisait pas du tout. J'imagine pour la baroudeuse que tu es, j'imagine. J'étais coincée, j'étais un peu coincée. Et du coup, j'ai quand même continué de travailler. J'avais eu un jour une étudiante australienne qui est venue travailler de la maison parce que je la formais aux techniques de modélisation justement parce qu'elle travaille sur les albatros australiens. Et oui, il y a tout un monde d'albatros. Un monde d'albatros, c'est incroyable. Mais on va se documenter, je mettrai plein de références d'ailleurs. Et des photos. Bien sûr, bien sûr. Je lui montrais comment faire ces modèles mathématiques sur l'ordinateur tout en allaitant mon bébé, et elle me dit... Tu me fais penser à quelque chose. Et je remercie encore Jamie du coup de m'avoir fait présenter ce programme. Elle me dit il y a un programme australien là qui se lance pour former les femmes scientifiques en leadership, pour qu'elles deviennent un petit peu les ambassadrices et qu'elles protègent la planète face au changement global, climatique, etc. Et donc je dis ça a l'air cool, et comme d'habitude je fonce. Donc, et comme d'habitude, mon fiancé me dit vas-y, je te suis, je t'aide s'il y a besoin. Et donc, je postule, je suis prise, et je me retrouve à être la seule française dans ce programme de leadership qui s'appelle Homeward Bound. Donc, c'était la première année en 2000. J'ai postulé en 2015, mais on est parti en 2016 en Antarctique. Et en fait, ce programme, il a changé ma vie aussi. Hein. Il a changé ma vie complètement parce que pendant 1 an, on a travaillé en ligne sur plein de choses, de la stratégie, du leadership, plein de vidéos, plein de lectures, et aussi avec 78 femmes de 16 pays différents avec qui on échangeait, on créait des projets scientifiques ensemble. Et on s'est toutes retrouvées au bout d'1 an et quelques à Ushuaia, et on a pris le bateau pour l'Antarctique pendant 3 semaines pour travailler cette fois-ci en personne avec ces 78 femmes suffisamment folles pour se lancer dans cette aventure où, n'empêche, on devait lever 20 000 € chacune pour participer, hein, donc ça a été un gros travail aussi, en parallèle de mon travail et de mon bébé. Oui, parce qu'il a quel âge à ce moment-là? Là, il a 1 an. Oui, bah oui, bien sûr. C'est le moment idéal. Oui, un petit bébé d'1 an, un travail à temps plein, et du coup, je levais 20 000 € à côté, et en plus, je suivais la formation. Et donc, petit à petit, après la phase de tétanisation, de comment je vais faire pour lever ces sous, qui c'est qui va me donner des sous à moi pour que je parte
Et j'ai réussi petit à petit à mieux expliquer, mieux argumenter pourquoi je devais partir en Antarctique suivre cette formation, pourquoi les femmes, pourquoi les scientifiques. Et petit à petit, j'ai réussi à convaincre les gens avec 3 crowdfunding, plein de conférences, et puis des grosses entreprises et des petites entreprises qui m'ont soutenue. Oui, c'est ça, j'allais dire, tu t'adressais à qui? Au départ, à ma famille et mes amis qui me donnaient tous 15, 30 euros pour le faire. Donc, et puis après, qui partageaient dans leur cercle à eux. Donc, ce deuxième cercle qui m'apportait un petit peu aussi, les gens qui étaient emballés, 15, 30 euros. Et puis, et petit à petit, je suis arrivée à 1000 euros et ça a commencé à avoir de la gueule. Et je suis allée, c'est un jour où je suis allée à Londres à un sommet sur les femmes, où il y avait Nicole Kidman qui témoignait d'ailleurs. C'était hyper inspirant, avec plein de célébrités qui venaient témoigner, des danseuses, des top modèles, des actrices. Et à la pause de midi, je me suis dit, je suis entourée de femmes qui ont l'air géniales, j'ai pas envie de manger toute seule. Donc je tape à l'épaule de la femme devant moi. Et je lui dis, ça te dit qu'on mange ensemble? Elle avait l'air sympa. Et donc on mange ensemble et je lui raconte ce que j'allais faire, que j'avais un bébé, que j'étais partie au Falkland, que là je travaillais sur les albatros et que j'allais partir en Antarctique. Et elle m'a fait un chèque de 1000 euros. Ah oui. De 1000 livres. Elle m'a fait un chèque de 1000 livres. Elle m'a dit qu'elle voulait rester anonyme. Et du coup, du coup, j'étais à 2000 et quelques euros sur ma campagne. Et du coup, j'ai commencé à voir un peu plus gros, à me dire que je pouvais contacter peut-être des entreprises qui me donneraient des plus gros montants. Et donc, comme je faisais partie aussi de réseaux féminins là-bas, j'ai commencé à mettre dans des réseaux féminins pour en parler. Et ça plaisait vachement. Et donc, première entreprise, 1000 euros. Et au fur et à mesure, ça a fait boule de neige et c'est parti. Et j'ai eu plein de petites PME qui ont lancé un mouvement « Mets ton entreprise sur la banquise ». Où pour, je sais plus combien c'était, 150 euros, je prenais la photo de leur logo en Antarctique. Donc, il y en a eu pas mal. Après, j'ai donné une conférence au Forum RSE où il y a quelqu'un qui vient me voir à la fin et me dit « Appelle-moi demain, je vais te sponsoriser ». Et petit à petit... tu étends ton réseau, ça marche? J'étends mon réseau. Et à la fin, je suis allée voir une très grosse boîte. J'ai dit, il me manque 4000 et hop, ils ont fini le truc. Génial. Donc, tu as levé tes 20 000 euros. Tu peux prendre part à l'aventure. J'ai levé mes 20 000 euros et surtout, je me suis rendu compte que je pouvais faire beaucoup plus que ce que je faisais actuellement. Et que toute ma frustration d'être enfermée dans mon bureau à Cambridge, quand je la sortais, j'arrivais à faire des trucs pas mal. Surtout que je suis toujours très enthousiaste et qu'en parlant avec les gens, je me rendais compte que c'était contagieux. Quand je donnais des conférences sur les albatros au grand public, je me rendais compte que ça les intéressait vachement. Et quand je parlais des solutions positives au changement global, ils disaient « mais c'est vrai, on a toutes ces possibilités encore ». Moi, j'avais l'impression que c'était foutu. Ils se rendent compte qu'il y a plein de choses à faire, quoi. Donc, forte de cette expérience de levée de fonds, de toute la formation pendant 1 an et puis du voyage en Antarctique, j'ai pris une autre direction pour ma carrière. Mais revenons d'abord sur le voyage en Antarctique. C'est ce que j'allais dire. Je veux absolument en savoir plus. Alors c'est où? Situe-nous ça. On a pris sur le globe. On venait de 16 pays différents, donc j'ai pris l'avion avec une autre anglaise depuis Londres jusqu'à Ushuaia, avec une escale à Buenos Aires. Donc Ushuaia, c'est la pointe sud de l'Amérique du Sud. Et on s'est toutes retrouvées là-bas dans un hôtel. On était hystériques tellement on était contentes. Et on a pris le bateau, on a fait coucou à tous les marins qui revenaient d'Antarctique avec leurs caisses de poissons congelées, qui ne comprenaient pas pourquoi il y avait autant de nanas sur un bateau. Donc super ambiance avec toutes ces femmes hyper compétentes et hyper motivées. Ça faisait chaud au cœur, c'était vraiment très très puissant. Et c'est comme si on s'était toujours connus. En plus, on a tissé des liens en 1 heure. On connaissait tout sur la personne, mais c'est comme si on s'était toujours connus. Des femmes qui venaient d'horizons très différents. Voilà, il y avait des scientifiques un petit peu dans tous les domaines. Il y a une femme qui avait postulé à la vice-présidence du Costa Rica. Donc vraiment des femmes de très haut niveau, d'horizons scientifiques variés, de générations très variées aussi, puisque ça allait de 25 à 65 ans, mais que des femmes qui ont beaucoup d'énergie et beaucoup envie d'apprendre et de faire des choses bien. On s'est éclatés et on reste encore en contact aujourd'hui et ça ne s'arrêtera pas parce qu'on s'apporte énormément au jour le jour. Donc je suis rentrée de là, j'ai pris 1 mois en mode ermite pour faire le tri dans ma tête de tout ce que j'avais appris sur moi-même, sur les autres, sur le monde, sur le désaccord entre ce qui était important pour moi et ce que je faisais actuellement. Parce que dis-nous, tu nous as pas dit, t'es passé un peu vite, mais tu as fait quoi là-bas? Là-bas, au quotidien, ça donnait donc, quoi? Au quotidien, on avait
On était en bateau donc pendant 3 semaines. On débarquait tous les jours. On faisait une demi-journée dehors. Purement des visites touristiques, des colonies de manchots, des épaves, une île où il y avait, je crois que c'est des Norvégiens qui sont restés coincés pendant 1 an, donc il y avait une cabane avec des pots de manchots par terre. C'était hyper impressionnant. Et l'après-midi, on travaillait sur du leadership, sur de la stratégie, de la visibilité et aussi de la prise de parole en public. Donc le leadership, c'était surtout du leadership pour se connaître, avec des tests psychologiques super poussés et bien débriefés en groupe pour vraiment comprendre pourquoi on réagit comme ça, pourquoi des fois on n'est pas constructive alors que parce qu'on est sur la défensive ou parce qu'on est dans l'opposition ou parce qu'on veut être trop compétitif ou parce qu'on attend que les autres le fassent avant nous. Et c'était assez fort dans le sens où il fallait se confronter à nos faiblesses, il fallait l'accepter. Donc on a fait plein d'exercices où on a été, moi en tout cas j'ai été convaincue que ça marchait bien et je voyais la direction qu'il fallait que je prenne pour pouvoir m'améliorer. Et après, on a fait un gros travail aussi sur nos valeurs, avec un jeu de cartes géant, là, pour voir quelles étaient les valeurs importantes pour nous. Et une fois qu'on en avait dérivé les 3 principales, est-ce que notre profession allait dans le sens de nos valeurs ou pas? Et c'est là que ça m'a fait ting. Dans quel sens? Dans le mauvais sens. Je me suis dit, ces valeurs-là, c'est moi. Et mon boulot aujourd'hui, il va, donc en valeur 1, j'avais enthousiasme. Il va complètement à l'encontre. Il me tue mon enthousiasme parce que je suis isolée. Avec la culture anglaise, ça collait pas. Et le monde de la recherche, au final, où on travaille comme des fous sur l'ordi pendant 4 ans pour publier un article qui est lu par une élite et qui, au final, fait que les albatros ils continuent de crever, ça m'allait pas. Ça m'allait pas parce que, je sais plus, dans mes 10 valeurs principales, j'avais envie d'agir avec impact sur l'environnement. C'était un mot en anglais, c'était plus simple. Une grosse prise de conscience pour toi. Énorme. Je le sentais parce que déjà le congé maternité, j'avais bien eu le temps de réfléchir. Et là, ça m'a donné la solution en fait. Donc, de toute façon, mon contrat se terminait. Quand je suis rentrée d'Antarctique, mon contrat s'est terminé. Et il n'a pas été renouvelé, donc ça m'a facilité la vie. On est parti au ski avec des amis. Ils nous gardaient le petit pendant qu'on est parti skier. Et en se retrouvant sur le télésiège, on dit « Waouh, c'est beau, on est bien là, dans les Alpes françaises. » Et on a dit « Mais viens, on se barre. Viens, on se barre d'Angleterre, on revient à Marseille. » Et avant bon, j'imagine là, ça a été un bouleversement, du coup, choix de vie personnel et professionnel. Peut-être que celles qui nous écoutent, si ça les intéresse, cette aventure en Antarctique, tout le monde peut postuler ou pas? Comment ça se passe? Alors le programme s'appelle Homeward Bound et c'est ouvert à toutes les femmes qui ont touché d'une manière ou d'une autre la science dans leur vie. Donc si vous avez une licence ou un bac S et que vous travaillez dans un truc qui peut se justifier, n'hésitez pas, il faut être bilingue. Il faut être bilingue, postuler et lever des fonds. Oui, et puis avoir envie de suivre la formation et de partir en Antarctique. Ça, c'est pas un problème. J'imagine. Homeward Bound. On en revient donc à toi. Oui. T'es dans les Alpes, déclic, on rentre en France. On rentre en France. Je finis, en fait, je devais plein de conférences à tout le monde parce que la plupart des gens qui m'ont financé, je devais donner une conférence à mon retour. Donc on a fait un petit film récap de mon voyage en Antarctique et je suis allée donner plein de conférences. Et en juin, j'ai attaqué les démarches pour rentrer en France avec le petit qu'il fallait inscrire à l'école. Compliqué. En juillet, on a déménagé. C'était parti. En France, à Marseille. À Marseille. Port d'attache. Bah oui, la famille, qui pouvait nous aider à s'occuper du petit. Et en plus, j'étais enceinte de la deuxième. Et voilà, t'es de retour à Marseille. Changement de vie évidemment radical. 2 enfants maintenant. Ouais. Comment s'organise une vie d'une maman aussi active? Cet enthousiasme communicatif ou contagieux? Contagieux. Contagieux, c'est ça. Sur ton CV, j'ai trouvé ça très, très juste, en plus, te connaissant un peu. Comment ça se passe aujourd'hui? Ton quotidien, c'est quoi? Est-ce que tu travailles à nouveau sur de la recherche ou tu as envie de repartir déjà sur le terrain? T'en es où? Alors, à la suite de Homeward Bound, je me suis dit, je veux, et c'était très fort pour moi depuis que je suis toute petite, je veux travailler dans quelque chose qui me plaît. Je ne vous raconte pas non plus les débats avec mon père qui est persuadé que ce n'est pas possible. C'est générationnel, donc ouais, on passe. Ouais. Okay. Et donc, je voulais travailler dans quelque chose qui me plaît. Moi, ce qui me plaît, et c'est aussi Homeward Bound qui m'a permis de dériver ce message, c'est cultiver l'inspiration pour le futur de notre planète. Et ça peut se faire de plein de façons différentes. À travers l'éducation à l'environnement, à travers les conférences et les formations au grand public et aux entreprises, à travers le fait de créer moi-même mon propre projet,
Et aussi à travers le fait de partir en voyage, de monter des expéditions pour sensibiliser les gens à l'environnement et de voyager pour mon travail. Donc, ayant tout ça dans ma tête, et forte de tout le réseau que j'avais fait pendant ma levée de fonds, j'ai eu des propositions, j'ai rencontré des gens, j'ai dit oui à des trucs. Et notamment avec les apprentis d'Auteuil, j'ai commencé à enseigner le développement durable à tout un collège des apprentis d'Auteuil qui s'appelle Vitagliano, c'est des jeunes en difficulté sociale, donc c'est des jeunes un peu difficiles. Et moi j'ai débarqué là avec mes histoires d'oiseaux marins, mon gros ventre et l'objectif d'en amener 16 au Spitzberg en fin d'année. Et donc ça a été hyper difficile parce que j'arrivais pas à les tenir. Et en plus je voulais pas trop hurler parce que ça me faisait pas du bien et ça faisait du mal à la petite aussi. Donc ça a été très difficile. Mais petit à petit, j'ai persisté et puis je leur ai appris le développement durable. Et on en a sélectionné 16 et c'était complètement fou. C'était complètement fou. Et je pense, même s'ils sont très durs et qu'ils montrent pas que ça leur plaît, qu'ils montrent pas qu'ils ont appris des trucs, qu'ils sont tout le temps dans la démonstration auprès de leurs collègues, quand j'en ai vu un partir en cavalant en raquette dans la poudreuse pour choper un petit bout de plastique qui s'était envolé, tu t'es dit, mission accomplie. Voilà, le message est passé. Donc là, j'avais réussi mon coup. En parallèle de ça, donc je me suis lancée à mon compte dans une couveuse d'entreprise. Donc c'est un espace de coworking et c'est aussi un accompagnement juridique et aussi un coaching pour pouvoir développer mon activité en tant que scientifique qui veut faire des trucs à côté des instituts de recherche. Et donc j'ai un profil quand même vachement atypique. Et pareil, au fil de mes rencontres, on me parle du fonds Pur Océan qui recherche un coordinateur scientifique. Donc je postule, j'y vais, prise. Donc je deviens la coordinatrice scientifique de cette fondation qui cherche à protéger la biodiversité marine en incitant les industriels de la pêche à financer des projets. Et là, je me dis, bingo. Je suis passée non seulement du côté je suis passée doublement de l'autre côté de la barrière. C'est-à-dire que maintenant, c'est moi, à travers le fonds, qui offre de l'argent à des projets de recherche, plutôt que d'en chercher dans mon ancienne activité. Et en plus, je suis passée de l'autre côté de la barrière, dans le sens où je suis avec les pêcheurs maintenant, dans le milieu des pêcheurs, pour leur dire, regardez, la biodiversité, il y a du boulot, il faut que vous arrêtiez de buter des albatros. Plutôt que de le faire de façon scientifique, sans trop d'impact. Et donc, c'est vachement bien. Donc, ça fait 1 an que je travaille là-bas maintenant. Et j'apprécie beaucoup, j'apprends plein de choses. Et on a fait un appel à projets là, international. On a reçu 65 projets de 21 pays différents. On est en train de choisir qui on va financer en cette première année. Et en parallèle de ça, on va à Bruxelles, en parallèle du Seafood Expo, qui est la grande réunion internationale de tous les industriels de la pêche, pour sensibiliser à l'environnement dans ce milieu-là. Donc ça, c'est vraiment chouette. Je pars sur le Ponant en Antarctique en janvier pendant 1 mois, en tant que guide naturaliste et conférencière sur le bateau. Donc c'est pas le Ponant, mais c'est la compagnie du Ponant. Donc on part sur l'Austral et c'est rigolo parce que le premier arrêt en bateau, c'est à New Island aux Falklands où j'ai travaillé pendant 3 mois. Donc la boucle se boucle. Et je repars en Antarctique, donc là 1 mois, je laisse les 2 petits, donc je l'ai déjà fait. Quand j'étais partie en Antarctique la dernière fois, j'avais laissé Nathan pendant 1 mois, à mon fiancé qui s'en occupe très bien, la famille qui s'en occupe très bien, il n'y a aucun problème. Là il y en a 2, c'est 2 fois plus dur, mais bon, on va voir, je le fais cette fois-là, et si ça se passe pas bien, peut-être que j'arrêterai, mais ça va être difficile d'arrêter quand même. Toi tu pars sereine finalement. Non, je commence déjà un petit peu angoissée. Ouais, quand même un peu. Je pars sereine. Tu as l'air très très bien entourée. Je suis bien entourée. Et secondée. Bien sûr. Mon fiancé me booste, il me dit vas-y pars, moi je m'en occupe et il s'en occupe hyper bien. Et je pars l'esprit tranquille pour les enfants, mais ça va être difficile quand même. Je me construis mon petit mur, je regarde là où je vais et je profite à fond. Et après, bon, je sais qu'au bout de 2 semaines, ça commence à devenir difficile et la dernière semaine, ça va être très difficile. 4e projet, je travaille, donc j'ai été absorbée par un collectif d'indépendants qui veut remettre l'humain au centre des organisations et qui travaille en intelligence collective. On n'est que des personnes qui ont une grosse coupure dans leur vie, dans le sens où on a changé de direction, on s'est remis en question et on veut travailler en collectif, de façon collective. Donc ça s'appelle la Free Team, F-R-I Team. Et on se lance officiellement là. Donc le but, c'est de donner des accompagnements, des formations et des événements dans les entreprises. Et moi, je suis la scientifique et le volet environnemental du groupe. Donc je travaille en ce moment sur des ateliers Factfulness.
qui sont de comprendre mieux le monde pour arrêter d'être pessimiste sur l'état du monde et du coup d'être plus efficace. Donc je travaille sur ça, j'ai donné des formations en leadership inspirées des expéditions polaires. En fait, je fais de la recherche, dans le sens où je lis plein de livres et je fais une synthèse et je peux la restituer. Et avec la Free Team, donc je m'éclate. Et notamment, on lance en 2019, en amont du congrès international de protection de la nature, c'est genre la COP de la biodiversité à Marseille en 2020, on organise en 2019 le salon Planète Biodive, voyageons au cœur des solutions, pour montrer au grand public et aux scolaires toutes les possibilités qu'on a pour agir à notre échelle, au jour le jour, pour protéger la biodiversité. Et donc le salon sera organisé en 5 axes, qui sont les 5 causes d'érosion de la biodiversité aujourd'hui. La pollution, le changement climatique, la surexploitation des espèces, la dégradation des habitats et l'introduction d'espèces invasives. Sur tous ces sujets, on va proposer plein de solutions facilement accessibles dans un format très expérimental, très fun, avec des grosses têtes d'affiches. Voilà, donc ça c'est 2019 à Marseille. 2019 à Marseille, Parc Chanon. Et dernier projet, mais pas le moindre, c'est Earthship Sisters. Bien sûr, j'allais donc dire. Ça, c'est mon bébé, avec Nathalie Hill, qui est une ancienne mannequin, aujourd'hui marin, qui a monté une association d'expédition en mer et en montagne. Elle est juste extra. On s'est rencontrés pendant que je cherchais mon financement pour l'Antarctique. Et on s'est dit, il faut absolument qu'on fasse un truc ensemble. Et on a pondu Earthship Sisters. C'est un accélérateur d'ambassadrices de l'environnement, inspiré de Homeward Bound. D'ailleurs, on est affilié à Homeward Bound. Mais on a une toute nouvelle identité visuelle et on fait ça à la française. Et en prenant aussi le meilleur des expériences féminines que Nathalie a pu avoir en expédition en mer, et le meilleur de ce que moi j'ai pu avoir aussi, et on le met ça à notre sauce. Donc ça va être hyper bien. Et c'est tout un programme d'entraînement en fait pour les femmes qui sont sensibles à l'environnement et qui ont envie de se dépasser et d'agir concrètement pour la planète et aussi d'inspirer les autres. Le programme il est articulé en 5 week-ends, étalé sur 9 mois. Donc on essaye de ne pas en demander trop parce que nous aussi on jongle avec nos familles et nos boulots. Et une expédition de 16 jours à la voile en Méditerranée, on fait un tour de Corse. Donc là aussi on va s'éclater. Et le but c'est une fois de plus de pouvoir révéler le potentiel de femmes sensibles à l'environnement avec une formation en leadership, des tests de personnalité puissants, développer son argumentaire, trouver sa valeur unique, sa vision, ses valeurs qui sont des piliers de notre vie personnelle et professionnelle. Et puis donc ça c'est révéler leur potentiel et leur donner aussi toutes les bases pour bien comprendre et articuler le changement global en termes de science, de psychologie et de philosophie derrière, dans le lien avec le bonheur notamment. Et de psychologie du changement, parce que tout le monde est d'accord qu'il faut changer et personne ne change. Donc ça c'est le premier axe, révéler le potentiel de ces 14 futures sisters. Ensuite on va passer à l'action avec elles en les aidant à booster leur projet environnemental qu'elles auront en tête au départ à minima. Et donc on a toute une technique avec des coachs spécialisés pour faire sortir le meilleur projet qui tient bien la route et qui sera ensuite pitché devant des Earthship Mothers et Fathers qui vont les accompagner, qui sont des célébrités investies dans l'environnement et qui vont les accompagner jusqu'au bout de leur projet en termes de financement, de réseau, etc. Et enfin, le but, c'est de créer toute une communauté de sisters qui auront participé à l'expédition, mais aussi de personnes qui nous regardent sur les réseaux sociaux, qui sera à l'enthousiasme contagieux, comme nous, parce que Nathalie est pareil. Et c'est ça qu'on veut montrer, c'est que c'est positif de protéger la planète et de prendre soin de nous aussi, de s'accorder ce temps pour se recentrer et voir vraiment là où on veut aller. Donc c'est la première édition et ça a vocation à se dupliquer chaque année, évidemment. Exactement. Et à devenir pérenne. Parfait, Déborah, merci beaucoup. Ça me fait penser, tu as participé donc à une conférence pour présenter ce projet il y a quelques jours. Il y avait une autre participante qui s'appelle Adèle Jacques et qui a dit quelque chose qui m'a semblé intéressant. Je voulais savoir ce que tu en pensais. En fait, elle a mis en parallèle le mouvement féministe fort de ces dernières années avec l'urgence écologique qui nous explose au visage, comme si ces deux réalités étaient liées. Je trouvais ça intéressant. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, je suis entièrement convaincue que c'est quelque chose qui est très fort, le lien entre les femmes et l'environnement, de plein de façons différentes. Je suis en train de beaucoup lire sur le sujet et j'ai pas fini, donc c'est pas encore bien clair dans ma tête, mais
rien que des statistiques, parce que c'est un peu comme ça que je vois le monde, les femmes sont plus affectées par le changement climatique que les hommes. Elles sont aussi plus sensibles à l'environnement que les hommes, d'une certaine manière. Elles sont, parce qu'elles portent la vie, notamment. Et elles sont plus proactives aussi. En Europe, en tout cas, il y a des statistiques qui montrent qu'elles sont plus proactives que les hommes en termes d'environnement. J'aime pas mettre dans des cases, mais je sens au fond de moi qu'il y a une relation quand même forte entre les femmes et l'environnement. Et en plus, quand on voit l'oppression sur les femmes qui est faite dans certains pays, c'est très facile de faire le parallèle avec l'oppression, la dominance de l'homme avec un grand H sur l'environnement. On voit clairement qu'il y a quelque chose qui se passe et qui s'explique par je ne sais pas quoi. Mais voilà ce que j'en pense. Je suis entièrement d'accord avec Adèle. Je suis en train de me documenter pour pouvoir bien comprendre sans être discriminante. C'est le mouvement de l'écoféminisme et moi j'adhère. Donc à développer, je ferai sûrement une formation sur ça parce que j'ai envie de faire une formation sur ça. Ou une conférence à minima. Bah écoute, à suivre. Ce sera peut-être l'occasion de se reparler. Avec plaisir. Je te remercie beaucoup, Déborah. Merci Caroline. Salut. Voilà, j'espère que cette discussion vous a plu. Pour en savoir plus et aller un peu plus loin, vous retrouverez quelques liens et références juste sous l'épisode. N'hésitez pas également à me laisser quelques commentaires et à me retrouver sur Instagram, Une Femme Française. À très vite pour un prochain rendez-vous. Salut!